Salut Yacouba, Bonjour à tous. salut Nariman, Béatrice, Yes. Sarah, Rabiatou, Valentin, salut. Ça fait longtemps Valentin. Salut Alice, salut Jérôme, salut Nicolas, salut Smiri. Bonjour Fatima. Porto, ah, là c'est pas mal. Ah ça y est, les destinations vers Tarbes. Toujours de Tarbes, Sandrine. Maroc, Fatima, bienvenue, une fidèle de ces événements. Stéphane. Yacouba, Paris, Rabat, trop cool. Bonjour Patrick, de ta voiture. Salut Béa, salut Patrick. Boulogne-Billancourt, ça c'est cool aussi. J'y suis la semaine prochaine d'ailleurs. Ceux qui vont au salon Pro Durable, j'y serai mardi après-midi. Donc, si vous voulez qu'on se voit, n'hésitez pas à me biper. Je serai dans le coin et on pourrait aller se boire un thé ou quoi. On a coup dire de la salle de sport. Ouais. Chartres. avec les écouteurs sur le vélo, je parie. Trop bien. Bon, on a Bordeaux, on a Cameroun. Bon, l'Afrique est encore bien représentée aujourd'hui. Ah oui, oui. Bonjour de Versailles, Bordeaux, Cameroun. Sophie de Toulouse. Trop Pas bien. très loin. Ouais. On a des personnes au Canada. Christelle Belin. Là, il doit être le matin au Canada. Normalement, Normalement, c'est bon, ouais. enlevé. Bonjour, Clermont-Ferrand. Bon. Oh, ok. Bois d'Arcy, Dara, Loiret. Bon, c'est top. C'est top. Je vais voir combien on est. Ça commence à arriver. Puis de toute façon, les autres, comme on a dit, vous nous rejoignez si vous arrivez en retard. Le live est disponible en rediff. Donc, si vous devez partir au milieu, vous pourrez toujours le reprendre demain tranquillement. Marseille. Il sera disponible sur notre chaîne YouTube aussi. Donc, Ouais. Voilà, puis nos apprenants l'intègrent à la formation. Donc, c'est ça. sera dans le contenu de formation. On va démarrer. Comme ça, ceux qui sont là vont pas trop attendre. Alors, on a un objectif, c'est pour la première fois de finir dans les temps avec Sébastien. Donc, on a réduit au maximum pour essayer de tenir dans le créneau imparti. Ce serait un record. Voilà. Ah, David Méraud. Ben, on se voit au Pro Durable, David. Cédric. L'objectif, c'est de ne pas dépasser l'heure de webinaire. Et alors aujourd'hui, je suis là, je suis désolé. Je vais faire de mon mieux. Parce qu'on sait qu'habituellement, quand j'arrive, on met 1h15, 1h30. Mais là, on va vraiment se tenir à l'heure. On va faire des efforts. On va faire des efforts. On a condensé notre présentation. Exactement. Alors aujourd'hui, comme je disais, on va aborder un sujet important qui est comment connecter raison d'être et action. C'est un vaste sujet puisqu'en fait, aujourd'hui, la raison d'être est souvent rattachée à une dimension RSE, sociale et environnementale. C'est en fait finalement quelque chose qui dépasse la sphère purement uniquement économique. Et c'est devenu le sujet stratégique des entreprises, de manière générale, des organisations, la dimension RSE, le fait d'avoir des impacts positifs sur l'environnement et socialement. Il faut savoir que tout part des consommateurs. On ne va pas refaire l'histoire de la RSE, mais c'est un vrai sujet. Et le problème qu'on rencontre, c'est que finalement, comment faire pour réellement répondre à cette raison d'être par des actions concrètes, c'est-à-dire sur des sujets importants pour l'entreprise, éviter de tuer les moustiques et plutôt assécher le marais. Et on va voir également aujourd'hui que derrière la méthode PES qu'on développe avec Sébastien depuis maintenant de nombreuses années, quasiment 15 ans, on va voir que finalement la nature a été notre plus grande source d'inspiration. Et on va voir également que derrière cette méthode-là se cache potentiellement pour chaque leader en triple performance qui la maîtrisera, potentiellement finalement un équilibre qui peut se dessiner entre la vie, la sphère de prendre du plaisir à travailler, d'être reconnu dans ce qu'on fait, d'être correctement rémunéré pour ce qu'on fait et d'être doué dans ce qu'on fait. Finalement, l'approche métier par la méthode et les outils peut permettre finalement d'atteindre son plein potentiel et son épanouissement professionnel. Tout à fait. Que l'on soit acheteur, manager, directeur. Donc, que l'on soit directeur et que l'on doit être suivi par ses équipes, que l'on soit manager et là qu'on doit réussir à conjuguer la direction plus ses équipes. Quand on est acheteur, on doit être compris et suivi par sa hiérarchie. Donc là, c'est vraiment tout un ensemble de choses sur lesquelles on a pas mal réfléchi avec Guillaume pour faire en sorte d'aller au-delà de la méthode, d'aller au-delà de la technique
et de faire en sorte que les acheteurs soient aussi heureux sur son poste de travail, heureux de venir le matin, qu'il soit reconnu par sa direction, que ses collègues l'apprécient. Et en fait, c'est vraiment une dynamique très positive et sortir des difficultés que l'on a beaucoup vues. Et en fait, ça, c'est une réflexion qui arrive après 3 ans de formation où, mine de rien, on a beaucoup de personnes en formation et ils nous remontent tous effectivement une souffrance en arrivant, des difficultés, une surcharge, pour certains un burn-out. Et en fait, on travaille dessus. Oui, tout à fait. À votre avis, c'est quoi la plus grande difficulté d'une entreprise qui veut connecter raison d'être et action? Je vous invite à commenter et puis on reviendra dessus juste après. Pour bien comprendre la suite, il est important qu'on passe en revue quand même les 4 piliers pour connecter raison d'être et action. Ces 4 piliers, la majeure partie d'entre vous les connaissent bien, hein, c'est les 4 piliers de la méthode PES. La pyramide de maturité, elle incarne la raison d'être, le pourquoi. Sa matérialisation, c'est la politique de l'entreprise, la politique achat, la politique RSE. On va voir qu'il faut se poser la question de savoir si finalement il ne faut pas qu'on ait une politique commune qui soit finalement calquée autour de la raison d'être, un déploiement un petit peu de la raison d'être, plutôt que d'avoir des politiques différentes, parce que derrière, on va voir que ça peut créer des objectifs différents. Et la pyramide, c'est un outil aussi qui permet de définir son niveau de maturité. Et par cycle d'amélioration continue, on va voir qu'elle permet d'identifier notre progression. Et en même temps, elle va permettre de nous rapprocher finalement de ce qu'on appelle l'amélioration continue en triple performance, l'efficience organisationnelle et tout simplement de participer à mieux répondre aux attentes des clients, des consommateurs, des utilisateurs, des produits ou services qui sont proposés par notre organisation. Le deuxième pilier, c'est le cube stratégique. Le cube stratégique, c'est le plan. C'est le comment. Comment on va faire? C'est sa matérialisation, c'est la stratégie, c'est le plan. Et là, on va définir un plan d'action et cycle après cycle, on va le mettre à jour puisque un plan d'action, on va le réaliser au fur et à mesure, il faut le mettre à jour. Et en fait, le cube stratégique, il sert à ça. Il sert à faire un état des lieux, un diagnostic, il y a le tableau de bord dedans, on va voir, il y a tout ce qu'il faut pour définir un plan d'action, prioriser en intégrant des critères RSE, mais aussi économiques et aussi des critères de risque qui sont particulièrement importants aujourd'hui, et de le mettre à jour. Le troisième pilier, c'est l'entonnoir de gestion de projet PES. Lui, c'est l'action. C'est lui qui va générer des résultats concrets qui vont répondre à la raison d'être. Quand on génère des résultats concrets, c'est-à-dire une réduction de l'impact environnemental, une amélioration des conditions sociales autour du sujet achat qui est traité, et puis bien sûr une baisse des coûts, voire une amélioration des ventes en achetant des produits qui vont mieux répondre aux attentes des clients et des consommateurs. C'est ça l'entonnoir de gestion de projet PES. Et donc lui, c'est le quoi, c'est les projets. Le quatrième pilier, Sébastien, tu peux nous en parler un petit peu? C'est l'ikigai, c'est la sphère des skills où s'épanouir et atteindre son plein potentiel. Donc là, c'est le sujet justement du moment où on veut amener nos apprenants vers la sérénité, du calme et du plaisir à venir travailler dans les achats dans les entreprises. Et pour ça, on a besoin de comprendre effectivement qu'on doit être équilibré dans sa vie perso, mais aussi dans sa vie pro. Et un équilibre dans la vie pro, c'est derrière la réussite et la possibilité d'utiliser son potentiel. Effectivement, pour devenir un leader en triple performance, il faut pouvoir inspirer. Et pour inspirer, il faut avoir notre propre raison d'être finalement dans ce qu'on fait, bien maîtriser notre métier finalement, pour pouvoir trouver cet équilibre finalement personnel, intérieur, qui va nous permettre derrière de déployer des challenges ambitieux dans les entreprises et fédérer autour de nous. C'est hyper important et c'est le rôle de la sphère des skills. Ouais, on a tous du potentiel, quel que soit l'acheteur, on a tous ces zones où on est très doué, on est très compétent. Et en fait, l'objectif, quand on travaille professionnellement, c'est de vraiment les tirer la quintessence de tout ce que l'on sait faire et sans oublier effectivement que l'on doit inclure dans notre démarche, dans notre savoir-faire, dans nos techniques, l'ensemble des acteurs de l'entreprise, de la direction, des parties prenantes et évidemment jusqu'au client. Tout à fait. La suite, en fait, on va tout de suite prendre un petit peu de hauteur. On s'est rendu compte d'une chose avec Sébastien, c'est que finalement, la nature a toujours été notre plus grande source d'inspiration. On s'est rendu compte très tôt qu'il y avait des schémas universels qui se tissaient et que finalement, la nature est très bien faite. Elle ne va jamais se mettre, par exemple, je vous donne un exemple, elle ne va jamais se mettre en surqualité par rapport aux besoins réels dont elle fait preuve. Typiquement,
Aujourd'hui, on l'a compris dans l'ingénierie souvent, si vous faites un pont qui est extrêmement solide, finalement, il va casser beaucoup plus qu'un pont qui va être plus flexible et qui va mieux supporter les glissements de terrain, les choses comme ça. Et on se rend compte en fait que la nature fonctionne déjà comme ça et ce paramètre, pardon, tac, ce paramètre naturellement pour ça. Et en fait, dans la méthode PES, on est arrivé à un constat qui est que on a rencontré des entreprises qui réussissaient à mettre en œuvre des dynamiques RSE, à fédérer leurs équipes, à garder leurs ressources humaines, des gens qui ne veulent pas s'en aller de l'entreprise, des personnes qui font 30 ans dans la même entreprise et qui s'y trouvent super bien, qui ne quitteraient pour rien au monde, qui font partie d'une équipe, qui ont un sentiment finalement d'appartenance collective, qui arrivent à travailler ensemble. Et puis, il y a les autres entreprises qui ont beaucoup plus de difficultés. On s'est rendu compte aussi d'autre chose, c'est qu'il y a pas mal d'entreprises, de personnes, pardon, il y a une différence en fait entre les personnes qui arrivent à inspirer et celles qui n'arrivent pas à inspirer. C'est les travaux de Simon Sinek, on vous invite à regarder un petit peu ce qu'il fait avec le Start with Why, qui a vraiment révélé la chose, c'est issu d'études scientifiques, et qui a révélé ce phénomène au plus grand nombre. Et on se rend compte en fait, basiquement, que aujourd'hui, les personnes n'achètent pas en fonction de ce qu'on vend ou de comment on le fait, elles achètent finalement pourquoi on le fait, tout simplement. On se rend compte que là, il y a vraiment un sujet autour de fédérer un groupe, fédérer des clients, les attacher à une marque, ça passe par le pourquoi. Pourquoi on fait les choses. Et ce pourquoi, sa matérialité, c'est la raison d'être. Et oui, et quand on a compris la raison d'être de nos clients, on la définit beaucoup plus facilement dans l'entreprise. Et cette raison d'être, elle est immuable. Tout le monde dans l'entreprise la comprend. La direction comprend que pour développer son business, effectivement, il doit se caler sur cette raison d'être. Les parties en interne dans l'entreprise ont compris le sens, la direction que souhaite prendre l'entreprise. Et quand tout le monde est aligné, l'acheteur, la direction et les parties prenantes, eh bien effectivement, on arrive vraiment à créer une émulsion et à améliorer effectivement les achats dans l'entreprise. Il y a un point important, aujourd'hui, il y a souvent des politiques différentes entre les métiers dans l'entreprise. On se rend compte que le fait d'avoir des politiques différentes, avec finalement des engagements différents, peut entraîner, lorsqu'on est dans les projets et qu'on identifie par exemple un levier, une innovation, qu'il peut y avoir des contradictions entre l'intérêt global de l'entreprise face à une raison d'être d'entreprise globale et les intérêts, les politiques des différentes entreprises, des différents métiers dans l'entreprise. Et on se rend compte qu'effectivement, ça peut poser des problèmes et on se rend compte finalement que cette raison d'être adoptée par tous va derrière permettre dans l'action de travailler ensemble. Il faut qu'en fait les entreprises puissent fédérer autour d'une raison d'être commune qui va permettre à tous les acteurs de travailler ensemble. Et on se rend compte que le cerveau fonctionne comme ça. Et ouais. Et les leviers, effectivement, très intéressants qu'un acheteur qui arrive en poste voit tout de suite, effectivement, c'est super intéressant. Mais on se rend compte que souvent les acheteurs ne prennent pas le temps de définir cette raison d'être ou de la comprendre, ne prennent pas le temps de mettre en place un plan stratégique et justement s'attachent à aller lever tous les leviers très intéressants. Qu'est-ce qui se passe assez rapidement? La surcharge de travail arrive vite, beaucoup trop de projets à gérer en parallèle, une mauvaise organisation. Résultat, derrière, l'acheteur a vite un sentiment d'échec. Il va avoir une pression de sa hiérarchie qui va lui dire, là, il faut avancer plus vite, c'est super, vous m'avez parlé de gains et d'objectifs de tous les côtés, je veux les voir rapidement. Et au milieu de tout ça, l'acheteur va vouloir aller un peu vite et il va créer une incompréhension des différents métiers de l'entreprise. Résultat, il va avoir des levées de boucliers contre lui et ses journées vont pas être sympas, quoi. Il va pas se lever le matin en disant super, je vais aller travailler sur les achats de l'entreprise, je vais aller travailler avec mes collègues, travailler avec ma direction. Non, il va venir travailler tous les jours avec cette petite crainte, cette petite peur, peser tous les jours. Alors qu'au final, il pouvait très bien comprendre la raison d'être dans l'entreprise, travailler avec la direction pour définir un plan stratégique. La direction comprend parfaitement où on va, définir des priorités d'action. Voilà, donc encore une fois, la direction, elle sait ce qu'on approche, elle sait quelles sont les priorités, elle comprend qu'on ne va pas gérer toutes les priorités en même temps. Et si tout le monde est en phase, les parties prenantes dans l'entreprise vont suivre, vont comprendre. Effectivement, l'acheteur est en phase avec le but de l'entreprise. Il y a une stratégie qui a été définie, on attaque les points les uns après les autres.
Que les parties prenantes soient d'accord ou pas de la priorité, ça c'est autre chose. Mais au moins le plan a été défini et validé par la direction. Et après, on a des acheteurs qui vont mettre en œuvre et réussir leur projet parce qu'ils ne seront pas surchargés. Résultat, ils vont réussir leur projet, pas de sentiment d'échec. Et en fait, ça va être vraiment un cercle vertueux. Exactement. C'est tout à fait ça. En fait, démarrer par le pourquoi, c'est se calquer sur le fonctionnement du cerveau. Et on se rend compte qu'en fait, le fonctionnement du cerveau, le pourquoi, c'est le ressenti, c'est la prise de décision. Et à partir du moment où les équipes vont prendre la décision d'adhérer à un projet, que ça va être partagé par toute l'entreprise, derrière, très naturellement, ça va être beaucoup plus facile de l'implémenter sur la suite. Si on part avec une raison d'être qui n'est pas définie ou qui n'est pas partagée par tout le monde, par toutes les parties prenantes, ça va provoquer derrière des soucis de mise en œuvre. Un autre souci qu'on rencontre, c'est que souvent, les entreprises, il y a deux grands phénomènes, deux grandes typologies d'entreprises qu'on a vues. Des grands groupes qui souvent sont accompagnés de cabinets de conseil qui vont les aider à mettre en œuvre, à définir une raison d'être et à la partager avec les parties prenantes. Et derrière, elles vont pousser finalement l'action, mais sans souvent définir un plan d'action très précis. Et on va avoir des profils plutôt typés PME qui se disent, bon, il faut qu'on aille vers la RSE, c'est ce qu'attendent nos clients, etc., qui vont envoyer, la direction va définir qu'il faut aller vers la RSE et les équipes vont se retrouver sur le terrain et dire, bon, alors, il faut qu'on fasse de la RSE, mais comment on fait? Et là, quotidiennement, dans les deux cas, quotidiennement, on va se retrouver face à des dilemmes entre faire le choix de la performance économique et le choix de la performance RSE ou de l'amélioration de notre impact RSE. Et même au niveau de l'acheteur. L'acheteur ne va pas trop savoir comment se positionner. On a des apprenants, tous les jours, ils viennent nous voir en nous disant, bon, là, dans l'entreprise, ça ne va pas, on m'a nommé responsable de la RSE aux achats, j'attends ma fiche de poste. Et là, la réponse, c'est, mais attendez, l'entreprise, elle commence à mettre les pieds dans la RSE, elle ne sait pas vraiment où elle va. Vous devez être vraiment moteur, effectivement, de la définition de ce que va être l'intégration de la RSE dans les achats. N'attendez pas, effectivement, que la direction vous donne tout, parce qu'aujourd'hui, la RSE est quand même un sujet où tout le monde se demande comment il va faire. Et il n'y a rien de pire, effectivement, de se créer une première barrière soi-même, parce que, effectivement, on attend de la direction des directives claires. Vous êtes acheteur, la RSE, c'est quelque chose de nouveau. C'est à vous, effectivement, d'apporter un plan, d'essayer de modéliser tout ça et d'impliquer la direction dans votre réflexion. Le but, c'est pas de proposer un plan tout fait, non, c'est vraiment de proposer une réflexion. Et c'est sur cette base de cette réflexion que vous allez pouvoir définir votre fiche de poste et avancer. Effectivement. Un point important qu'on retrouve là-dedans et qui est finalement absent dans le monde de la fonction achat, dans toute la bibliographie qu'on a pu lire, il y a vraiment un élément manquant au milieu de tout ça, un chaînon manquant, c'est le plan. En fait, souvent, quand on regarde c'est quoi un portefeuille achat, enfin c'est quoi un processus achat, on va retrouver ce qu'on retrouve dans l'entonnoir gestion de projet en bonne partie, appel d'offres, définition du besoin, etc., etc. On va rarement trouver vraiment un processus qui permet de dire, bon, sur mon portefeuille achat, je vais travailler sur ça, d'accord? Parce que c'est là où potentiellement j'ai le plus d'impact sur la performance économique, le risque, l'impact environnemental et l'impact social. Et où je suis le plus aligné avec la raison d'être de l'entreprise. Parce qu'on peut se dire, là, je vais gagner beaucoup d'argent, sauf que si l'entreprise a décidé de changer un petit peu son modèle pour quelque chose de plus qualitatif, je ne sais pas moi, des produits à forte réparabilité pour réduire l'impact, en fait, si l'acheteur part tout seul sur faire de l'économie, pas en phase avec les raisons d'être, la direction ne va pas comprendre, les parties en interne ne vont pas comprendre, ça va mal se passer. Il faut toujours être aligné, effectivement, et aligné au bon moment. Il ne suffit pas de se dire, OK, on va vers la RSE, j'y vais tout chousse. Il faut y aller petit à petit, on l'a déjà dit dans nos précédents webinaires. L'implémentation, de toute façon, d'une démarche achat et la mise en place de la RSE, c'est, allez, on va dire 2, 3, voire 4 ans selon les sociétés. Ça me prend du temps, il faut y aller petit à petit, il faut y aller succès par succès, mais toujours caler vraiment sur cette raison d'être. C'est ce qu'on appelle l'amélioration continue. Et en fait, effectivement, en démarrant par la raison d'être, qui est finalement la façon de dire le pourquoi on fait tout ça, d'accord, et de faire en sorte qu'elle soit partagée par le plus grand nombre de parties prenantes qui vont être impliquées dans la démarche globale, savoir à quasiment tout le monde, eh bien, c'est parler à l'endroit du cerveau qui est responsable de la prise de décision. Si on fait ça, on s'assure que les personnes vont adhérer au projet, vont avoir envie de participer. Ensuite, pour qu'une raison d'être ne devienne pas du greenwashing, juste des belles paroles, eh bien, il faut définir un plan. Une raison d'être sans plan, un pourquoi sans comment, finalement, n'a pas de grande valeur.
Et ensuite, effectivement, une fois qu'on a défini ce plan, eh ben, c'est le quoi. Comment, qu'est-ce qu'on va faire? Et ce sont des projets au sein des catégories, en appliquant une méthodologie, en activant des leviers, notamment commerciaux, techniques TVO, RSE et clients, qu'on va aller générer des résultats. Et c'est là où c'est intéressant, puisqu'on se rend compte que la fonction achat est centrale là-dedans, puisque pour passer d'une situation non optimisée d'un point de vue économique, social, environnemental, à une situation optimisée par l'activation de leviers, eh bien, il y a un outil incroyable qui s'appelle l'appel d'offres, qui va redéfinir le besoin et qui va permettre de transformer une situation initiale en situation optimisée. On va revenir dessus juste après. Et donc la méthode PES, finalement, la pyramide va aider à définir la raison d'être, à mesurer la progression, le cube stratégique à définir le plan d'action, à le mettre à jour. Les projets vont être des manifestations tangibles de réponse à la raison d'être sur le marais et pas à tuer les moustiques, extrêmement important. C'est bien le but du cube stratégique, c'est de dire c'est là où il faut bosser. C'est là où il faut bosser parce que c'est là où on va générer des vrais résultats. Et donc, les projets vont répondre à cette raison d'être et c'est comme ça que la démarche est durable. Si vous convainquez tout un groupe d'aller dans une direction, mais que derrière, dans l'application, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de manifestation tangible de réponse à ça sur le terrain, quand il faut faire un choix, quand il y a des choix à faire, on ne fait pas les bons, ou on va faire des goodies verts pour nos clients au lieu de travailler sur là où on pollue vraiment, par exemple, ben ça ne fonctionne pas et la machine s'essouffle. Et le cercle d'amélioration continue, finalement, permet ça. Et là, ce qui est très important pour l'appliquer en entreprise, on pourrait même conseiller aux acheteurs d'imprimer par exemple cette planche, de la mettre sur un grand tableau, de la mettre en A3 et en face, de mettre effectivement, de remplir à la main la raison d'être, le plan stratégique et les actions prioritaires du moment, affichées en grand à l'entrée des services. Ça a du sens parce que pour réussir justement à respecter ces 3 étapes, il faut avant tout y penser, mais quasiment quotidiennement. Hein, il n'y a pas une seule solution, chaque entreprise est différente, chaque secteur est différent, ça s'applique partout. Mais il faut y penser, il faut l'avoir toujours en visu. Et voilà, un des exemples qu'on pourrait donner, c'est imprimer ça en A3. Vous mettez en face, vous remplissez effectivement les différents champs et vous le laissez visible vraiment tout le temps à votre équipe. Et tout le monde qui vient dans mon bureau voit justement cet objectif. Oui, tout à fait. En fait, le cerveau fonctionne comme ça. Tu dis qu'il faut y penser tout le temps. En fait, si un jour vous voulez devenir, imaginons, quelqu'un qui veut, je sais pas, devenir footballeur, eh bien, tous les jours, elle va penser, alors, mauvaise image vu le buzz qu'il y a actuellement, bon, j'ai choisi celle-là, on va aller au bout. Je veux devenir footballeur. Et ben en fait, ça va être sa raison d'être. Pourquoi je veux le faire? Je veux devenir footballeur parce que j'ai cette vision, etc. Je veux apporter du plaisir aux gens, etc., etc. Et ben naturellement, le cerveau, une fois qu'il va être pris la décision de devenir footballeur, il va définir un plan pour le devenir. Il va dire, bah, ok, bah, je vais me mettre au foot pour commencer. Puis je vais m'entraîner plus que les autres. Voilà, mon plan d'action, c'est de m'entraîner 6 jours par, voilà, de faire ça, de faire ci, etc., de bien manger. Ça, c'est le plan. Et l'action, c'est justement d'aller s'entraîner, de bien manger, etc. Et on se rend compte que ce phénomène-là, ce fonctionnement-là, il est adapté à tout, à l'humain, à l'entreprise. Et ce sont des phénomènes, finalement, en biomimétisme, tout Et simplement. oui, et des sportifs, pour réussir à aller au bout, très souvent se répètent leur raison d'être. D'ailleurs, dans tous les coachs mentaux, hein, il y a toujours le même exercice, c'est de répéter toujours l'objectif que l'on veut avoir, sa raison d'être, etc. Et en fait, de faire en sorte de répéter 1, 2, 3, 4, 5 fois tous les jours ou une fois par semaine. Et mine de rien, ça va nous y amener. Et inconsciemment, on va orienter nos choix, nos décisions et nos argumentations auprès d'une direction pour devenir un footballeur responsable. Ouais, un footballeur qui prend le train, bon sang. Et effectivement, c'est assez intéressant de voir ces schémas-là et on va revenir dessus. On a une petite question pour vous. Ceux qui ont compris ce qui est l'ikigai, on va en reparler. L'ikigai, c'est votre équilibre. De 1 à 10, 1 étant je suis au plus mal, je veux changer de métier, et 10 étant je suis parfaitement épanoui, je maîtrise parfaitement mon métier, je suis bien dans mon entreprise, je suis reconnu, je suis correctement rémunéré, etc. De 1 à 10, comment vous estimez aujourd'hui votre ikigai d'acheteur? À quel niveau êtes-vous? Là, on va attendre les réponses. Cette fois-ci, tout à l'heure, on a posé la question, on n'a pas eu beaucoup de réponses. C'était le lancement. Voilà. On aimerait justement jauger le niveau pour qu'on puisse après expliquer un petit peu tout ce qu'on a prévu derrière.
du monde. On a une centaine de personnes. Alors Patrick, 8. Alors, Patrick est très heureux. 10, car je cherche le job idéal. Gonzague, bonjour Gonzague, 5. Alors là, pour l'instant, c'est que nos apprenants, nos anciens apprenants qui répondent. 10, car je cherche le job idéal, c'est hyper positif. J'adore. Valérie, 7. Voilà, on a un user de LinkedIn 8, 7. Et bien, c'est quand même pas mal. Hein. Globalement, beaucoup de gens sont assez heureux. Okigai. Je crois que tu n'as pas tout à fait compris. Christophe Bossir. Christophe, 9. OK. Oh, David, ça sera répété, amplifié. Ah, on n'a pas pensé à ça. Peut-être que les managers suivent Non. et au cas où, ils veulent être anonymes. Donc, on n'a que les bonnes notes et pas les… Si tu es manager et que tu vois ça, tu as intérêt surtout à te remettre en question. Mais on sait que ce n'est pas le fort de certains managers. Mais bon. Audrey, 7. 8 pour continuer de se challenger. Ouais, Stéphane, on peut dire que tu te challenges pas mal. Hein. Bah, Stéphane qui va très loin. Il intervient beaucoup dans la fonction achat de manière générale. Participe aux universités des achats de mémoire, des choses comme ça. Ouais, et puis des belles réalisations. Stéphane, ça fait très longtemps qu'il est dans les achats responsables et dans l'action, en fait. Béatrice, 8. On a encore un autre utilisateur, 7. Et on dirait que la moyenne est à 7,5. Hein. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. On continue. On a beaucoup d'acheteurs heureux qui viennent, qui sont là avec nous. Okigai. Ah, c'est le T9 d'Apple. Je connais. Sébastien se plaint énormément parce qu'il ne comprend rien à mes SMS. Alors, effectivement, on a modélisé, en fait, on a passé en revue tout à l'heure donc la pyramide, le cube et l'entonnoir, chacun a sa fonction, d'accord? Le pourquoi, le comment, le quoi, la raison d'être, la stratégie, l'action. Et bien, le quatrième pilier, c'est la sphère. C'est en fait vous, tout simplement, au travers de cette méthode, l'objectif profond est finalement de vous permettre de trouver votre ikigai. On a trouvé ce concept japonais très pertinent, puisqu'en fait, par la maîtrise d'une expertise, d'accord, la maîtrise d'une méthode, d'outils, l'idée d'une nouvelle philosophie aussi, hein, c'est la raison d'être, c'est votre raison d'être finalement, personnelle, qui va derrière être insufflée dans l'entreprise, eh bien, vous allez donner du sens et agir. Donner du sens et agir, ça crée énormément de satisfaction et de reconnaissance aussi, parce que quand on agit et qu'on génère des résultats, eh ben, on est reconnu dans l'entreprise. Il y a un autre phénomène aussi, c'est que finalement, aujourd'hui, on se rend compte que la priorité stratégique des organisations, c'est cette dimension RSE. Certains pour de très bonnes raisons, d'autres peut-être moins, mais ce n'est pas vraiment la question. Aujourd'hui, le monde a besoin de leaders en triple performance. Le monde a besoin d'acheteurs, mais plus globalement de personnes qui sont capables de conjuguer performance économique et impact positif sur l'environnement et la société. C'est un véritable challenge qu'on a en fait, nous tous. Et bien, finalement, le fait de maîtriser ça, ça va permettre de répondre à un besoin aujourd'hui. Et qui dit besoin, dit employabilité, dit métier, travail. Et finalement, cette compétence qui va être extrêmement recherchée va vous amener à pouvoir être payé pour faire quelque chose que vous aimez. Et plus vous allez pratiquer justement cette méthode, va vous faire gagner énormément de temps. Finalement, c'est vraiment le but, puisque nous, ça fait 15 ans finalement qu'on se casse la figure en entreprise. Je plaisante, on a eu évidemment quelques succès, mais on s'est aussi beaucoup cassé la figure. Ben, finalement, ça va vous faire gagner énormément de temps en évitant de reproduire tous les mêmes erreurs. Parce qu'on s'est rendu compte d'un phénomène aux achats, c'est qu'en fait, comme sur la base bibliographique, dans les formations, on a beaucoup d'ingrédients, mais on n'a pas de recettes, la méthode PES, finalement, c'est une recette achat RSE et plus globalement triple performance. Et de pouvoir avoir une recette qui est de toute façon évolutive, elle va évoluer dans le temps et chacun d'entre vous peut l'améliorer, d'accord, et l'utiliser pour soi, et bien ça va permettre progressivement de devenir doué pour ce qu'on fait. Ça devient un cercle vertueux, passion, mission, vocation, profession. Et on va vraiment trouver cet équilibre durable qui va nous permettre derrière d'être vraiment des leaders en triple performance dans les organisations. Ça, c'est le quatrième point important, le quatrième pilier de la méthode. Et quand on est manager, c'est super important. Quand toutes ces équipes derrière vous voient, vous impliquer, être heureux, être passionné dans ce que vous faites,
mais en fait, ils vont vouloir vous suivre, ils vont vouloir justement atteindre cet ikigai que vous avez trouvé. Et effectivement, ils vont faire le maximum pour vous rejoindre. On connaît tous effectivement des collaborateurs qui font beaucoup d'erreurs. On se dit, mais mince, qu'est-ce qui lui passe par la tête? C'est pas logique. Et peut-être qu'il est simplement pas heureux sur son poste de travail. Il fait les choses machinalement, mais tout simplement parce qu'il n'a pas trouvé son équilibre professionnel. On parle souvent d'équilibre personnel. Hein, on voit beaucoup de vidéos là-dessus, mais l'équilibre professionnel, c'est très important. Aujourd'hui, en sortie de Covid, on voit plein d'articles, la grande démission. Ben, la grande démission, c'est tout autant de personnes qui n'ont pas trouvé justement leur équilibre. Si ils avaient trouvé leur équilibre dans la société, ben, effectivement, ils auraient pu rayonner autour d'eux, être impliqués automatiquement, hein, naturellement, en fait, sans rien faire, plus facilement dans les projets, monter plus dans la hiérarchie de l'entreprise. Et effectivement, on en revient à une des finalités pour beaucoup de personnes, c'est être payé, avoir de quoi manger à la fin du mois. Dans le contexte de l'inflation aujourd'hui, c'est important. J'ai Google qui veut intervenir. Pardon. Et en fait, trouver son ikigai, c'est effectivement la clé de l'acheteur. On a mis 3 ans à trouver effectivement que la sphère des skills, c'était avant tout l'acheteur qui avait son équilibre. Et on va effectivement développer maintenant notre formation dans cet axe-là. Et on va avoir plein de bénéfices en termes de compétences, en termes de présentation. Nos apprenants aujourd'hui vont se présenter face à un recruteur, face à une direction. Ils seront calmes, sereins, posés, seront capables de donner une projection effectivement de ce que va représenter leur intervention dans l'entreprise. Et je peux vous garantir que pour une direction ou un recruteur, c'est super valorisé. Et se dire, oula, là, je vais avoir quelqu'un qui va vraiment rentrer dans l'entreprise, développer les achats, les RSE, et je ne vais pas mettre un fou aux commandes d'une Formule 1. Il va pas se scratcher au premier virage. Vraiment, on va avoir quelque chose, toujours ce cercle vertueux, quelqu'un qui va être aligné, qui va aider l'entreprise à se développer et rendre les gens heureux. C'est intéressant ce que tu dis, puisqu'en fait, dans une présentation d'un recruteur, c'est un petit peu comme quand on vend un produit, quand on vend une démarche à l'entreprise, on revient encore une fois sur le pourquoi. Et bien en fait, présenter votre raison d'être, démarrer par le pourquoi, expliquer finalement comment vous allez faire et qu'est-ce que vous allez faire. Et bien finalement, ça va permettre aux recruteurs, aux personnes que vous avez en face, d'adhérer à votre personne, à votre projet, à ce que vous proposez à l'entreprise, et finalement de finir en shortlist et d'être sélectionné. Il y a une vraie dimension d'employabilité derrière aussi cette maîtrise-là. Et c'est extrêmement intéressant. On remarque encore une fois des schémas universels qui se reproduisent. Et j'en profite, sauf Sébastien, tu veux en rajouter sur l'ikigai ou c'est bon pour toi? Juste parler de nos apprenants. Aujourd'hui, les apprenants qui font notre formation pour passer d'un poste, d'une entreprise à une autre, nous disent tous effectivement qu'ils ont un discours complètement différent à la fin de la formation. Et ils voient effectivement l'impact qu'ils peuvent avoir sur des employeurs, justement en expliquant la démarche qui est la leur. Et derrière, mais c'est que du bonheur. Là où ils pensaient trouver du travail difficilement, en fait, tout se fait très facilement, en fait, sans douleur, sans heurts, sans frein et avec plaisir. Alors, je précise quand même là-dessus, il y a la réalité et la vision. Ce qui est sûr, c'est qu'en balayant devant notre porte et en maîtrisant parfaitement notre métier, comment le mettre en œuvre, le discours, etc., on se met dans les meilleures prédispositions pour réussir. À un moment donné, ce dont on se rend compte dans les entreprises, et c'est souvent aussi ce qu'on explique aux acheteurs RSE, on explique qu'en fait, il faut bien choisir son entreprise. Un acheteur ne va pas avoir la même position dans un cabinet d'avocats, par exemple, va être très loin du cœur de métier que dans une entreprise industrielle. Donc, il faut choisir son secteur d'activité, parce que si on veut avoir de l'impact, il faut aller dans des entreprises qui, de base, sont polluantes. C'est logique. D'accord? La méthode est la même, c'est juste que les résultats ne vont pas être les mêmes. Le maré ne va pas être le même. D'accord? C'est hyper important. Et ensuite, les niveaux de maturité des différents services, puisqu'il y a la pyramide des achats, mais pour ceux qui connaissent nos formations, il y a aussi également les pyramides des autres métiers. Et en fait, s'il y a un niveau de maturité trop bas sur un cœur de métier qui est très proche de nous, ça va nous empêcher d'avancer, finalement, de déployer les actions, très basiquement, d'activer certains leviers transverses, et ça va nous empêcher de réaliser notre travail. Donc, bien sélectionner son entreprise, c'est une clé. Et, exactement. Et ensuite, effectivement, sur le terrain, on voit la réalité des choses. Et
quand on ne peut pas activer certains leviers, quand on ne peut pas déployer son art de manière suffisamment importante, le 100% n'existe pas, d'accord? Si on ne peut pas le déployer de manière suffisamment importante, c'est le moment d'aller chercher un autre challenge, tout simplement. Il faut adapter l'entreprise avec son niveau de persévérance. Parce qu'au final, toute entreprise a un gouffre d'amélioration devant elle. Par contre, il y en a certaines, les efforts sont plus importants que d'autres. Alors effectivement, quand on sait qu'on est apte et qu'on adore affronter tous les pires combats possibles, ben, effectivement, tout type d'entreprise peut nous convenir. Maintenant, il faut bien voir effectivement ce que l'on veut faire, jusqu'à quel point on a envie de se battre ou déployer de l'énergie dans l'entreprise. Et ce que dit Guillaume, c'est trouver effectivement l'entreprise qui va vous convenir en fonction de vos objectifs. C'est super important. Mais voilà, toute entreprise est un gouffre d'amélioration. Une entreprise où vous voyez tout de suite, je ne vais pas faire le tableau, mais l'entreprise familiale où tout le monde se tire dessus, le beau-frère et le responsable de prod, etc. Bon, c'est toujours compliqué ces environnements-là. Mais en fait, c'est juste ouais, c'est un peu du vécu, mais en fait, ce n'est que des sociétés où vous pouvez effectivement améliorer les choses. C'est juste que ça sera plus long. Et il faudra être plus persévérant, plus patient. Voilà. Exactement. Savoir quel niveau d'investissement vous mettez dans ça. C'est vrai que dans une entreprise qui est déjà très alignée sur sa raison d'être, qui est connectée sur le terrain justement à ça et qui applique sur le terrain sa raison d'être, ça va être beaucoup plus facile pour vous de déployer votre métier, votre art, qui est justement de transformer vos catégories d'achat et même plus largement de travailler, d'être un orchestre de projets vers la triple performance. Ça va être beaucoup plus facile de le faire. Donc, c'est extrêmement important. Maintenant, on va prendre encore plus de hauteur. Donc, tout à l'heure, on a parlé du cerveau humain et on a parlé du biomimétisme. En fait, derrière la méthode PES, il y a la poursuite d'une intuition depuis maintenant, moi, ça fait une quinzaine d'années qu'elle m'est arrivée en pleine figure sur des phénomènes notamment d'éco-conception d'emballage à l'époque, de transport, etc., qui ont fait la méthode PES au fil du temps. Sébastien nous a rejoint et d'autres personnes. Et on l'a construit au fur et à mesure, parce qu'en fait, la méthode PES n'est autre que nos process de consulting qui ont été transformés en méthode et ensuite en formation. Il faut l'avoir en tête. Hein. Ça a été un travail sur le terrain. Et en fait, à la base, on ne voulait pas faire de la RSE. Enfin, la RSE n'existait pas déjà. Et puis, on ne voulait pas forcément faire de la RSE. On n'est pas des ayatollahs de la RSE, que ce soit clair. Nous, en fait, on a eu un chemin qui nous a amené à trouver des équilibres. Et finalement, c'est devenu notre raison d'être de partager cette méthode-là pour que derrière, par l'effet levier, effet exponentiel, par la formation notamment, plutôt que de former juste nos consultants et les déployer dans les entreprises, d'avoir un maximum d'impact. Mais on n'a pas fait exprès de faire de la formation. Vraiment. On était vraiment à travailler à la mission d'entreprise. On s'est dit, il ne faut pas rendre nos entreprises dépendantes de nous. Il faut effectivement qu'on diffuse cette méthode. Et puis, on est arrivé à la formation petit à petit. Alors, ça fait toujours sourire quand j'explique ça à un autre organisme de formation que nous, on s'est créé sans faire exprès. Mais c'est le cas. Je rigole parce que je viens de recevoir un message. Je ne sais pas si je peux le montrer. Ouais, on ne le voit pas, mais c'est d'un de nos apprenants qui ont parlé de l'entretien. Premier entretien, il vient de décrocher sa mission. Là. Je ne sais pas si vous avez entendu, je viens de le recevoir. C'est rigolo. Moussa, je ne sais pas si tu es là, on peut le dire de toute façon. Bref, on va prendre un petit peu de hauteur. Donc, il y a un peu cette intuition globale là, qu'il y a des phénomènes que finalement, la recherche qu'on a tous de vouloir conjuguer performance économique et impact positif sur l'environnement et la société, il y a des phénomènes universels. En fait, que de fonctionner par bonne pratique dans un secteur d'activité, c'est pas forcément la solution. Et on s'est rendu compte qu'il y avait, comme on a travaillé dans énormément de secteurs d'activité, on s'est rendu compte que finalement, les process étaient les mêmes et que c'était les leviers qu'on allait activer, les marchés qui allaient différer. Et déjà, on s'est rendu compte que le métier de l'acheteur, c'était pas d'être un spécialiste d'un domaine, mais d'être un expert qui déploie des process, une méthode, et derrière, qui, quand il va attaquer des marchés, il va identifier les leviers à identifier, etc. Globalement, on a vu tout à l'heure le fonctionnement du cerveau. Il y a énormément de phénomènes qui se recroisent. Il faut savoir que, alors je précise à notre petit niveau, mais dans l'histoire de l'humanité, ça fait maintenant des milliers d'années que les philosophes, les philosophes qui sont les plus connus, hein, Galilée, des personnes comme Léonard de Vinci, tous ces grands philosophes Sénèque, etc., ils se sont rendus compte d'une chose très vite. Ils ne vivaient pas dans le même monde que nous, il faut le savoir, mais eux, ils se sont rendus compte qu'en fait, l'humain est un petit univers. Ça veut dire que dans l'humain, on va retrouver tout ce qui fait l'univers.
de manière générale. On se rend compte que en fait, notre fonctionnement, des personnes comme Léonard de Vinci faisaient des comparaisons entre le flux du sang et le circuit de l'eau dans la planète, énormément de choses comme ça qui rentraient en ligne de compte. Le fonctionnement du corps ressemble au fonctionnement de la planète, ressemble au fonctionnement de l'univers. Et assez tôt, quand j'étais encore dans mes études, je me suis pris tout ça dans la tête comme ça. Et je me disais, il y a un truc, cette intuition qui a mené à SWOT. Et en fait, au fur et à mesure des missions, on a essayé de connecter finalement tout ça. Et on s'est rendu compte, enfin en tout cas, on avait cette intuition que si l'humain est un petit univers, est-ce que l'entreprise n'en serait pas elle aussi, elle aussi, d'accord, un univers. Et de connecter tout ça, de connecter l'univers à la planète, à l'humain et à l'entreprise, peut-être que parmi les solutions qui vont répondre aux grands enjeux de demain auxquels on doit répondre, absolument. Je veux dire par là qu'il y aura la voiture électrique, il y aura des innovations fabuleuses qui vont arriver, qui vont capter le carbone, etc., etc. Peut-être que là-dedans, il y a quelque chose qu'on ne voit pas, qui est finalement le fait de développer une façon de conjuguer raison d'être et action, et que si tout le monde la maîtrise, et bien finalement demain, tout le monde va pouvoir agir et contribuer parmi ces fameuses innovations, contribuer de manière importante finalement à répondre à ces enjeux de demain, sociaux, environnementaux, mais aussi de performance économique. Parce qu'aujourd'hui, on a un fonctionnement économique où en fait revenir en arrière, c'est hyper compliqué. Il n'y a pas du tout la même quantité d'argent dans le monde qu'il y a 200 ans. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de secret. Il faut qu'on la maintienne pour pouvoir maintenir notre niveau de vie, tous. Et donc, il va falloir trouver des solutions. Et on a cette intuition que par la méthode, qui va en plus permettre d'insérer plus vite les innovations, il y a peut-être une des clés pour répondre aux enjeux de demain. Et c'est vraiment ça qu'on poursuit chez SWOT. Et on essaie de le mettre en image depuis des années. Et l'image qui nous a le plus inspiré ces dernières années, qui est une façon de mettre en connexion finalement, donc ça c'est Léonard de Vinci, c'est l'homme de Vitruve, pour information, pour ceux qui ne connaissent pas, vous l'avez tous vu à un moment donné, ça doit vous parler. Eh ben, c'est l'œuvre d'art finalement, le croquis qui nous a le plus inspiré chez Léonard de Vinci, puisque c'est selon nous le croquis qui va le plus fidèlement, de manière la plus compréhensible, aider à faire le parallèle entre les dimensions géométriques qui sont l'incarnation finalement des fonctionnements universels et le corps humain et ses dimensions. Il faut savoir que tout être humain a les mêmes dimensions et qu'on retrouve ça dans tous les corps humains. D'accord? Les proportions, tout est pareil. Lui, il a consacré sa vie à ça. Et en fait, on a utilisé ces travaux de Léonard de Vinci pour finalement modéliser la méthode PES. Et les formes géométriques ne sont pas là par hasard. Et on va vous présenter rapidement comment on a fait. La pyramide que vous voyez ici, elle est orientée vers la tête, d'accord? Elle est orientée vers le ciel et elle amène la raison d'être, le sens. Elle correspond à la tête, elle ouvre une vision, une philosophie, une cause juste. Sa modélisation, c'est la politique de l'organisation. Être inspiré et inspirer les autres, c'est le pourquoi. Le cube, on remarque qu'il englobe tout ça. C'est lui qui va permettre de fédérer finalement derrière en liant, de faire la passerelle entre la raison d'être et l'action. C'est le plan. Sa modélisation, c'est la stratégie. Identifier le plan d'action, c'est le comment. Ensuite, on va retrouver l'entonnoir gestion de projet, qu'on retrouve ici. Lui, il est ancré dans le sol. D'accord? Il correspond à la réalité, à la vraie génération de résultats. Il ancre la pensée, la vision à la réalité. Et enfin, on a bien sûr la sphère, avec l'humain au milieu, qui doit trouver son équilibre dans l'organisation parce qu'il fait partie d'un tout, et son équilibre va permettre à tout ça de se coordonner. Et on voit ici des petites flèches. Ce que vous voyez ici, finalement, c'est aussi le cercle d'amélioration continue, le cycle d'amélioration continue qu'on va voir après. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Est-ce que ça vous parle? Merci de Sidi Traoré. Jean-Michel Ramel, merci pour votre présentation. Tout à fait d'accord. Est-ce que ça vous parle, tout ça? Alors, on a toujours un peu un décalage entre le live et la retransmission. Là, en fait, on met, grâce à ce croquis, vraiment en perspective l'ensemble de notre méthodologie, l'ensemble de nos piliers
et au final, l'ensemble des formes que l'on a naturellement pensées lors de l'élaboration de la méthode PES. Et on s'est dit, mais tiens, en voyant ce croquis, on retrouve parfaitement les différentes formes de la méthodologie. Et effectivement, Guillaume a été plus loin dans les fondements, dans les recherches ancestrales, mais effectivement, ça fait longtemps, très longtemps, que l'homme pense effectivement à cet ensemble de piliers, hein, et sur lequel on a retrouvé notre ikigai, et on s'est dit, mais c'est vraiment génial. Effectivement, c'est ce qui nous a le plus inspiré et ça permet encore une fois de comprendre que en se basant sur les fonctionnements universels, sur les fonctionnements de l'humain, du cerveau, on a montré le fonctionnement du cerveau, mais finalement, est-ce que la clé pour répondre aux enjeux de demain, une des clés en tout cas, parmi des fameuses innovations, c'est aussi de nous mettre d'accord sur pourquoi on le fait, comment on le fait, qu'est-ce qu'on fait, de définir des méthodes, d'accord, pour y arriver. On pense que ça a vraiment une place pour répondre aux enjeux de demain. Et ce qui est intéressant, c'est que la fonction achat est complètement centrale là-dedans, puisqu'aujourd'hui, les achats pèsent en moyenne 60% de l'impact environnemental des entreprises, ou de l'impact RSE, on va dire, en moyenne, hein, les entreprises industrielles, parfois plus, et 60% du chiffre d'affaires des ventes. Et finalement, on est très bien aligné pour pouvoir mettre en œuvre des projets qui vont à la fois générer de la performance économique, être plus en phase avec les attentes des consommateurs, améliorer les marges, baisser les coûts, mais également, par la même chose, réduire l'impact environnemental et améliorer les conditions sociales. En appliquant ce plan, une entreprise qui pourrait être actuellement en difficulté, alors ça dépend de son secteur d'activité, hein, mais pourrait complètement révolutionner son développement en réorganisant effectivement l'ensemble des priorités de son entreprise sur cette base-là, raison d'être, la stratégie, l'entonnoir où on va bien boucler chaque projet, et on va faire en sorte que vraiment les personnes dans l'entreprise soient heureuses, comprennent pourquoi elles sont là, soient alignées, comprennent la finalité, soient zen, hein, comme me dit Hervé Loiseau. Donc ça, c'est... Et ça peut révolutionner effectivement des fois certaines entreprises qui ont du mal peut-être à se renouveler ou qui, en sortie de cette crise, trouvent l'économie très difficile. Et bien effectivement, c'est une des solutions que l'on peut apporter. Et les achats, effectivement, vont pouvoir, en tout cas les personnes qui ont suivi cette méthodologie-là, vont pouvoir peser positivement dans les entreprises. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y en a qui ont des idées sur c'est quoi le principal problème des organisations et des personnes qui souhaitent conjuguer du coup performance économique et impact positif RSE? On a donné quelques clés. Il y en a une extrêmement importante qu'on voit sur le terrain, c'est l'amélioration continue, en fait. Les entreprises ont rarement compris qu'on ne deviendra pas un champion de la RSE en 18 mois. En incluant une grosse dose de performance RSE. Alors Christophe, pas vraiment. Si tu prends les précédents lives qu'on a fait, on explique au niveau de l'entonnoir exactement comment ça s'architecture, comment on gère ça. On se rend compte qu'en fait, logiquement, surtout au niveau environnemental, en fait, les leviers de baisse de l'impact environnemental vont être les meilleurs leviers de baisse des coûts. Ça, c'est le principe, le constat qui a été fait sur le terrain il y a des années de ça, en fait, avant même que la RSE existe. À la base, nous, on a fait de la baisse de l'impact environnemental, ça nous permettait de baisser les coûts. Meilleur moyen de baisser le coût d'une flotte en vision TVO, Stéphane, petit hommage, c'est toi qui nous as amené ce terme. Eh bien, en TCO, hein, c'est l'ancien TCO, TVO, c'est Total Value of Ownership. Eh bien, on va se rendre compte que ça va être de baisser la consommation des véhicules sur leur durée de vie. On va se rendre compte que les véhicules, ils vont consommer, la consommation des véhicules va représenter peut-être 70% du coût du véhicule sur toute sa durée de vie. Et en fait, c'est des projets qu'on a réellement menés, qui sont d'ailleurs dans la présentation. Eh bien, en fait, en réduisant la consommation, en activant des leviers stop and start, réduction des puissances, allègement des tonnages parce qu'on a des camions trop lourds par rapport à ce qu'on porte, formation des chauffeurs à l'éco-conduite, etc., on va générer finalement une grosse amélioration de la performance économique, d'accord, tout en réduisant l'impact environnemental, donc en baissant les consommations, tout en améliorant les conditions sociales, puisque les chauffeurs qui sont formés à l'éco-conduite et qui sont valorisés pour leur bonne conduite ont des conditions de travail qui sont bien meilleures. Voilà, c'est juste un exemple.
Et socialement, quand on travaille dans du service, par exemple, quand on s'assure effectivement que le prestataire est correctement rémunéré, derrière, on s'assure aussi d'un prestataire qui va être là durablement, qui ne va pas essayer de faire des économies effectivement sur le temps qu'il doit mettre en œuvre en entreprise. Donc, au final, cette réflexion, quand on mène un achat, quel qu'il soit, autour des leviers RSE, effectivement, amène toujours à la performance économique. Et effectivement, quand on réfléchit négociation, on réfléchit à tous les leviers. Les leviers, de toute façon, on les retrouve tous dans le TCO ou le TVO. Donc, nommer effectivement ces leviers et les mettre en avant et les vendre auprès de sa direction, de ses collègues et de ses clients en disant c'est de la performance, de la triple performance économique, sociale, environnementale. L'acheteur devrait s'exprimer comme ça. Quand il présente un résultat, voici les résultats économiques, sociaux, environnementaux de mon achat. Effectivement, ça fait partie des éléments. On redéfinit le rôle de l'acheteur, en fait. Il y a donc la matrice stratégique de PES qu'on va rapidement voir. Il faut qu'on se presse un peu, Seb. On est comme d'habitude en retard, tu vois. On a rêvé en pensant qu'on serait dans les temps. Je vais avancer, puis à la fin, on présentera ça. Mais on redéfinit le rôle de l'acheteur comme étant un contributeur à la performance économique, développement des ventes, amélioration de la marge, baisse des coûts, un réducteur de risque sur toute la supply chain, et également un contributeur à l'amélioration de l'impact social et environnemental. Par l'activation des leviers, il va réduire les contraintes au sein de ces catégories et finalement contribuer à la raison d'être de l'entreprise. On va présenter rapidement la démarche d'amélioration continue. Donc, j'arrive dans l'entreprise, mon niveau de maturité, par exemple, de 2. Je vais lancer le plan d'action, définir le plan d'action, lancer des projets. Et chaque année, je vais faire un point. Où est-ce que j'en suis? Quelle est ma progression? Ensuite, on relance. Donc, c'est vraiment plan, do, check, act, plan, do, check, act, plan, do, check, act. Et en fait, c'est comme ça qu'on va progresser en maturité. Et ça, c'est quelque chose qui est très facile à présenter en entreprise. Pas seulement aux personnes qui sont dans la fonction achat, il y a vraiment une dimension de compréhension, de dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Je amène l'entreprise à monter en maturité achat. Pour monter en maturité achat, je vais aller améliorer mon efficience organisationnelle, mettre en place des process, gérer mon data management, structurer une politique, etc., etc. Et de l'autre côté, je vais gérer des projets transverses qui vont participer à l'amélioration de la performance économique, sociale et environnementale, tout simplement. Si on prend la vision un peu plus détaillée du chemin de l'acheteur, donc c'est la même chose, c'est le cycle, c'est juste qu'il est un petit peu plus détaillé. Je pars d'un niveau de départ, je structure mon tableau de bord, je fais mon diagnostic organisationnel, j'identifie au sein de mes catégories là où il y a les plus gros impacts, je définis mon plan d'action, je lance mes projets organisationnels, je lance mes projets au sein de mes catégories d'achat, je mesure mes résultats, ma progression, j'acte sur ma pyramide en progression, et là, je relance le cycle, je remets à jour un an plus tard mes priorités d'action, parce qu'on en a réalisé quelques-unes, et on doit mettre à jour le plan, et les projets ne s'arrêtent jamais, on continue, et ainsi de suite, et en fait, on ne s'arrête jamais de lancer des projets, et en fait, c'est d'ailleurs, je crois que c'est, qui c'est qui disait ça? C'est Najib. Najib a tout à fait raison. Najib a tout à fait raison, effectivement. Souvent, on va aller avoir des visions très court-termistes, c'est très très répandu, versus une vision long terme qui permet vraiment d'entrer dans une démarche durable. Dans durable, il y a durée. Et effectivement, on n'est pas des champions du jour au lendemain. Par contre, d'identifier là où il y a vraiment de l'impact, c'est ce qui nous fait réellement progresser. Quand on esquive ce qu'on n'a pas envie de faire parce que c'est très dur, on va s'attacher à des choses plus faciles qui ont beaucoup moins de valeur. Et travailler sur les projets stratégiques de l'entreprise qui ont un réel impact sur la performance économique, sociale, environnementale, un véritable risque, c'est là où on va progresser à grands pas. C'est pour ça qu'on peut progresser finalement assez rapidement, parce que quand on fait les principaux projets qui sont très durs, derrière, on va rapidement générer des résultats très concrets. Les premiers résultats d'une démarche, c'est à peu près 9 mois, Sébastien. C'est à peu près ce qu'on voit. Ce qui est important, c'est de ne pas sauter les étapes. Nous, en fait, notre méthodologie, elle définit vraiment étape par étape ce que vous devez faire dans la pyramide, dans le cube, dans l'entonnoir. En fait, c'est assez simple à suivre. Alors, beaucoup de gens nous disent « Ah, c'est pas facile à appliquer en entreprise. » En fait, il ne faut juste pas se mettre le feu. Il ne faut pas essayer de prendre la dernière étape du cube avant la première. On fait des éléments les uns après les autres. Et si on se force, on se le schématise, on se l'imprime, on se le met en grand sur un grand tableau à 3, à 2, à 1. Et on se dit « Ok, est-ce que j'ai réussi ma première étape? Est-ce que j'ai réussi ma deuxième étape ?» Bien sûr que dans le quotidien, on ne va pas l'appliquer du jour au lendemain, on va gérer nos actions au quotidien, mais on va voir ça comme tâche de fond.
Et en suivant les étapes les unes derrière les autres, eh bien, effectivement, on va mettre en place ce cercle vertueux de l'amélioration continue. Et réellement, et en fait, c'est là où la méthode, elle a un gros impact pour les personnes qui la maîtrisent. C'est que vraiment, les piliers et les points de méthodologie sont très bien définis et sont, on va dire, identifiés par des livrables point par point. Donc, les gens, effectivement, qui suivent la formation chez nous derrière, ils ont tous les outils, en tout cas, pour mettre en place tout ce qu'on vous a présenté dans n'importe quelle entreprise. D'ailleurs, on va devoir accélérer un petit peu, Sébastien. Donc, pour ceux qui ne les connaissent pas, on vous a remis les piliers en détail. Qu'est-ce qu'ils contiennent très précisément, les différents niveaux de maturité, comment on progresse, etc. Le cube stratégique également. On vous a remis l'entonnoir de gestion de projet. Vous avez toutes les étapes, d'accord? On va s'attacher aujourd'hui aux outils qui sont liés aux piliers. On trouve intéressant de les mettre en avant. Vous avez ici le tableau de bord. Donc, quand on définit le plan d'action, le cube, vous avez ici le tableau de bord. Bravo à Sébastien qui nous a fait largement progresser en data management depuis son arrivée. Pour l'anecdote, je me croyais très très fort sur Excel avant l'arrivée de Sébastien. Puis Sébastien, on lui a confié un premier projet. Puis il est arrivé avec ses tableaux de bord. Et puis bon, voilà, on a la mâchoire qui a pété la table. Et puis on a compris très humblement qu'on avait de gros progrès à faire. Et du coup, c'est là où, au moment où on a décidé de partir dans la formation, on lui a dit, écoute, consacre le temps qu'il faut pour faire une formation qui permette à toute personne de maîtriser ce savoir-faire. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est la formation la plus plébiscitée au sein de notre cursus et que c'est aussi le premier levier d'embauche, puisqu'en fait, le fait de savoir faire des tableaux de bord, de maîtriser la data, c'est aussi quelque chose qui impressionne beaucoup parce que ça parle à tout le monde. Que vous soyez directeur d'entreprise, contrôleur de gestion, qualité, etc., quand on sait faire des tableaux de bord, on pose un niveau d'expertise qui est très sérieux. On est vraiment dans l'action pour le coup. Les personnes qui font le cursus data management, un des derniers mots que je donne à la fin de la formation, c'est aller en entreprise avec le tableau que vous avez créé, parce que effectivement, entre dire je sais faire des tableaux de bord et montrer ce que vous savez faire, donc là, Gonzague et Béatrice, ils sont dans les commentaires, ils ont suivi la formation. Effectivement, c'est dur de se projeter pour une direction, de voir qu'une personne est capable de faire ça. On ne vous attend absolument pas sur cet outil-là. On s'attend plutôt à ce que vous connaissiez des outils IT qui coûtent de nombreux investissements pour pouvoir le gérer. Mais c'est là où, effectivement, on a eu la bascule avec cette maîtrise de ce premier niveau. Ouais, complètement. Et on se rend compte, en fait, qu'on ne peut améliorer que ce qu'on peut mesurer. Donc, si on ne fait pas les tableaux de bord et on ne structure pas sa data pour essayer d'y voir clair sur ce qu'on achète, on part direct de travers. Et on parlait tout à l'heure de s'attacher à ce qui est vraiment important. Dans l'efficience organisationnelle, le data management, c'est typiquement le marais. Il faut savoir que c'est très facile de se prendre les pieds dans le tapis dès le début. Parce que faire un tableau de bord, c'est extrêmement complexe. Et on a essayé de le rendre le plus accessible possible, quel que soit le niveau de maturité de l'entreprise. Il y a toujours des solutions pour faire des tableaux de bord pertinents. Ensuite, deuxième élément, on va avoir la matrice stratégique de PES, où on a créé un outil qui permet d'identifier au sein de ces catégories là où il y a des impacts socio-environnementaux et là où il y a un impact stratégique pour l'entreprise, c'est-à-dire là où il y a un gros impact sur la performance économique et un gros risque. Ça va permettre, comme vous le voyez ici, d'identifier là où est-ce qu'il faut travailler et ensuite, par granularité grâce au tableau de bord, on va pouvoir identifier les projets qu'on va pouvoir mener. Ensuite, il y a le diagnostic organisationnel, le questionnaire RSE et HR qui permet de se prendre un peu de recul par rapport aux normes ISO. D'accord ? Et tout ça va nous permettre d'avoir finalement sur une seule page un compte-rendu de diagnostic. On va avoir là où on est fort au niveau organisationnel, là où ça pêche, quels sont nos objectifs. Ça va nous permettre de définir nos priorités d'action organisationnelle, tout simplement. Typiquement, je ne suis pas bon sur le parti data management, je vais essayer de m'améliorer sur data management. Alors, ça peut être par de la formation. Si dans les équipes, on a quelqu'un qui peut le faire, tout simplement, de le mettre sur un projet pour permettre d'améliorer la visibilité globale de ce qu'on achète et des résultats de ce qu'on fait. Ensuite, vous allez avoir ici, par exemple, la matrice qui permet, une fois qu'on a identifié sur quoi il faut travailler, de lister les projets et d'organiser nos vagues de projets en fonction des ressources disponibles. Quand on a 50 acheteurs ou quand on a 3 acheteurs dans son service, on ne peut pas lancer autant de projets en même temps. Et ce qui est intéressant, c'est que si on se définit, par exemple, une visibilité sur 24 mois, dans 24 mois, on va avoir couvert tant de parts de notre portefeuille achat, ça va permettre de mettre en adéquation les ressources avec les objectifs de l'entreprise. Lui dire, voilà, moi j'ai 3 acheteurs aujourd'hui, je peux gérer 5 à 6 projets importants par an. Si tu veux qu'on atteigne l'objectif, il faut qu'on fasse 50 projets en 3 ans, on est complètement à la ramasse, on n'y arrivera pas. Ça permet vraiment de manière rationnelle d'expliquer, soit j'embauche, soit on va mettre tant de temps à faire les choses
au minimum. Et évidemment, bien sûr, les façons de présenter les plans d'action de manière très claire, avec des codes en fonction des projets sur les catégories. On a une question, comment suivons-nous cette formation sur le data management? Mais effectivement, vous allez retrouver sur notre site formation achat RSE, effectivement, la formation en question, la formation data management. Et oui, Vous pouvez aussi nous contacter sur LinkedIn, on vous répondra. On est là, effectivement, à votre écoute pour tout besoin de formation, que ce soit personnel ou un besoin d'une équipe, par exemple. Ouais. Effectivement. Donc voilà pour l'outil qui est autour du cube. Donc c'est un seul fichier qui permet de faire tout ça, avec des questionnaires, etc. Ça permet vraiment de gagner énormément de temps quand on rentre dans l'entreprise. Le plus dur à faire, c'est le tableau de bord, et ensuite on suit le fil conducteur. On identifie nos priorités d'action, et derrière on définit notre plan de manière très rationnelle. Ça, effectivement, ça rassure beaucoup en interne. Quand on arrive en poste, on est très confortable. On sait exactement ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, qu'est-ce qu'on va faire, et c'est rassurant pour tout le monde. Ensuite, on a aussi une suite d'outils autour de l'entonnoir gestion de projet. Quand on rentre dans un projet, on va utiliser le tableau de bord en fait pour cibler sur une catégorie achat sur le projet qu'on va mener. Par exemple, dans la catégorie emballage, on a décidé que les emballages, on a identifié que la catégorie emballage, c'était le principal poste d'impact potentiel sur la performance environnementale, économique et sociale, avec un gros risque. Et ben, on va rentrer dans cette catégorie, on va se rendre compte que les bouteilles en verre, par exemple, c'est le premier sujet sur lequel on doit travailler. Ben là, on va cibler sur la famille bouteilles en verre et on va savoir combien on achète de référence, à qui, quel prix, tout pour faire finalement préparer l'appel d'offres, d'accord, et présenter notre besoin au marché fournisseur. Il y a toute l'analyse de marché qui va rentrer en ligne de compte. Là, c'est vraiment que les outils. Et une fois qu'on a fait toute cette analyse de marché, cette analyse interne, les innovations, les concurrents, toute notre analyse interne sur notre besoin, notre vision et comment participer à répondre à la raison d'être de l'entreprise, on a ici une matrice qui permet de lister tous les leviers qu'on va pouvoir activer dans le cadre du projet. Il faut savoir qu'optimiser des catégories achats, optimiser des achats au travers de projets, c'est cumuler les leviers. En fait, c'est pas parce qu'on fait de l'éco-conception qu'on va pas faire d'appel d'offres. C'est pas parce qu'on fait de l'éco-conception qu'on va pas standardiser le nombre de références. Et on se rend compte qu'optimiser des projets achats, c'est cumuler les leviers. Et bien, cette matrice permet de les identifier, de les lister, de les mesurer, d'accord, pour pouvoir derrière savoir à ce niveau-là, au moment où on passe en mode projet, de valider avec les parties prenantes qu'on va identifier justement au moment des leviers. Par exemple, si vous identifiez que vous devez former les chauffeurs, si vous êtes chez un transporteur, et bien vous allez vous rapprocher du responsable des chauffeurs pour leur dire, voilà, on a identifié ce levier, comment tu verrais les choses. Tu vas l'intégrer dans le projet et valider la dynamique d'activer ce levier d'éco-conduite avec les chauffeurs. C'est pareil pour tout. Ça permet vraiment de travailler en transversalité. Et donc là, on va cumuler les leviers, commerciaux, techniques TVO, RSE, clients, utilisateurs. Ça va permettre de redéfinir notre besoin. Et donc, une fois qu'on a validé qu'on veut aller vers ça, tous les leviers ne sont pas toujours activables. Là, dans l'exemple qu'on a, que je vous présenterai sur un prochain projet, on n'avait par exemple pas activé l'éthylotest. On voulait mettre un éthylotest obligatoire au démarrage des véhicules. Il y a eu un tollé général de la part des chauffeurs. On n'a pas activé ce levier. Voilà, qui avait une dimension plutôt sociale, on va dire. Voilà, et effectivement, on a toute la suite d'outils appels d'offres digitalisés. Donc, pour faire des appels d'offres digitalisés, on utilise différentes solutions en version gratuite qui vous permettent de scaler, donc de rendre duplicables des dossiers d'appels d'offres de manière extrêmement efficace. Donc, quand vous êtes en équipe, vous définissez vos modèles d'appels d'offres avec les présentations, les NDA, etc. Vous faites un dossier par projet. Et en fait, derrière, si vous refaites un projet sur le même sujet 3 ans après, vous dupliquez. Et si vous avez un collègue qui fait un projet, il va prendre votre base pour gagner du temps. Ça permet vraiment de travailler en équipe au niveau du service achat et de gagner du temps. Vous avez ici des logiciels d'utilisation, de gestion de projet, toujours en version gratuite, et bien sûr, le fameux fichier comparatif d'offres de Sébastien, qui est un fichier standard qui permet de comparer les offres de manière hyper facile. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, je vous ai mis ici un QR code. Vous pouvez en fait tout simplement flasher le QR code et vous avez accès à des contenus complémentaires, notamment la présentation que vous venez de voir et des vidéos pour aller un petit peu plus loin sur justement la raison d'être, c'est quoi la philosophie qu'il y a derrière, tout ce qui est pour définir un plan d'action, donc tout ce qui est autour du cube et tout ce qui est autour d'entrer dans l'action. Bien sûr, ça reste très light, ça ne remplace pas une grosse formation, mais ça devrait vous aider déjà à y voir plus clair et à commencer à votre niveau à agir et à contribuer sur le terrain et à vous sentir mieux dans votre poste. Un premier début. Exactement.
début, si vous vous posez la question de continuer l'aventure sur un parcours de formation, voilà, c'est déjà un investissement personnel en temps, aussi financier pour certaines personnes. Et là, vous avez effectivement un premier début, un premier cadre effectivement de ce que nous pouvons vous proposer. Effectivement. Et déjà, avec tout ce qu'on vous a donné, vous pouvez avancer et commencer à mener des réflexions sur vous-même et sur ce que vous souhaitez faire de votre carrière, comment vous souhaitez le faire, c'est quoi votre raison d'être finalement, c'est quoi vos objectifs, comment vous allez le faire. Et effectivement, nos formations, en tout cas la maîtrise de la méthode PES peut être un moyen, mais il y en a d'autres, hein, bien sûr. Déjà, d'avoir conscience de tout ça, ça peut vous permettre d'avancer. Et voilà. Voilà. Un des éléments de notre Ikigai, enfin en tout cas du mien aujourd'hui, c'est 4 personnes qui ont passé leur examen de fin de formation sur la partie data management et qui me disent ouais, c'est génial, vous nous avez aidé à progresser et donc c'est super gratifiant d'avoir tous les jours effectivement, on n'a pas que des commentaires, tout est parfait, mais effectivement, quand on voit qu'on peut aider les gens tous les jours au travers de notre action, de notre énergie, de l'énergie que l'on mobilise tous les jours, on se couche le soir, on se dit ok, je sais pourquoi je me suis levé ce matin, je sais pourquoi je suis là. Et en tout cas, pour moi, je sais pourquoi j'ai rejoint le projet SWOT et pourquoi j'y suis encore et pourquoi je vais y être encore pendant de nombreuses années. Et oui, tout à fait. D'ailleurs, on est associé, Sébastien. Exactement. Sébastien, pour information, est rentré il y a quelques années en tant que. En fait, j'étais ton professeur dans une école, dans deux écoles. Dans une étape de reconversion Ouais. de Ouais. la qualité de l'achat. Ouais. Ancien directeur qualité, quand même, Sébastien, pendant 10 ans. Ça explique peut-être un peu le fait qu'il soit capable de faire des choses aussi incroyables. Et de fil en aiguille, c'est devenu un élément incontournable de l'entreprise. Et donc, aujourd'hui, il est associé au projet SWOT parce que, comme en phase avec aussi ce qu'on propose, en phase avec la méthode, aussi en interne, on applique ça. On a Sébastien, comme il le disait, qui est complètement dans cette raison d'être, investi là-dedans, qui dépense énormément d'énergie là-dedans. Et bien, on s'est dit que l'UCD Départ, c'était aussi l'intéresser à la réussite du projet globalement. Nous aussi, nous assurer qu'il reste avec nous et qu'il soit, qu'il puisse, avec la progression qu'on a, de finalement faire partie de l'aventure pleinement, et pas seulement en tant que salarié. Moi, de manière générale, le travail dans les achats et dans le projet, ça a changé ma vie. On parle de l'ikigai tout au long de la formation. Quand j'étais en qualité, effectivement, là, l'équilibre, je ne l'avais pas du tout. J'étais en total déséquilibre. Donc, effectivement, dans toutes les sociétés, la qualité, ça ne se passe pas forcément difficilement, en tout cas avec beaucoup d'efforts. Des sociétés où ça se passe extrêmement bien. J'ai découvert dans l'aéronautique des sociétés où la qualité était parfaitement intégrée, où tout le monde était très heureux. Alors, ce n'était pas forcément mon cas, je m'en étais pas forcément aperçu. Mais au bout de 10 ans, ma reconversion, j'estime que je l'ai réussi et ça a changé ma vie. Donc, je vous invite à faire de même, en tout cas, si vous avez cette réflexion de se dire, tiens, est-ce que je vais me lancer dans la formation ou pas. Bonne soirée, Stéphane. Ciao, Bonne soirée à vous. Ciao tout le monde. Ça vous a plu? Ciao Hervé. Merci Hervé. Voilà. On reviendra pour vous inspirer encore et encore sur de nombreux webinaires. J'espère que vous allez quand même nous dire au revoir tous. Hein. Donc, on a le user LinkedIn Excellent Live. Merci beaucoup. C'est toujours du travail, de l'investissement. Merci Jamila. Merci Jamila. Merci. Merci. Bonne soirée à vous. Ciao LinkedIn user. Ciao Jean-Philippe. À bientôt Jean-Philippe. Ousmane. À bientôt. Bon, on a dépassé l'heure. Hein. Je pense que si on faisait un montage avec ce qu'on disait au début, ça serait assez rigolo. Mais désolé. On n'y arrive pas. Ouais, de toute façon, on n'y arrivera pas. Hein. On le dit. On n'y arrivera pas. Je crois qu'il nous faudrait un garde-fou qui fasse sonner une cloche pour Tu m'appelles mardi si tu veux qu'on se voit. Ah, Ilana. Salut Ilana. Belle soirée, Ilana. Au revoir, Gilles.
Ciao tout le monde. Avec plaisir, Christophe. Ouais, bah, si vous voulez vous inscrire, c'est gratuit, hein, ne vous inquiétez pas. Et on va pas vous harceler derrière, pas trop, enfin on essaye. Mais du coup, vous pouvez, il y a vraiment pas mal de contenus complémentaires. Il y a d'autres lives, notamment sur la gestion de projet, les lives qu'on a pu mener sur LinkedIn, tout est gratuit, donc profitez-en et commencez à agir sur le terrain. C'est noté, Mickaël. Sur Mickaël. La question, c'est quel Mickaël? C'est un ancien étudiant de Toulouse. Ah. Un ancien de licence. Ah. Bon, super. On va couper. Ciao tout le monde. Excellente soirée. Merci beaucoup et à bientôt. Allez, au revoir.